Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Stanislav Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine et analyste militaire, né dans le Donbass, élevé aux États-Unis et désormais de retour en Russie. Merci d'être revenu dans l'émission. Toujours un plaisir, Glenn. Toujours un plaisir. Je voulais vous demander, d'un point de vue purement militaire, quels objectifs vous voyez la Russie privilégier à ce stade de la guerre? Il se passe beaucoup de choses en ce moment, et les événements évoluent plus vite que les gens ne le pensent. Pourriez-vous expliquer quels sont, selon vous, les principaux objectifs des Russes à ce stade? Eh bien, d'un point de vue frappe en profondeur, la Russie donne enfin la priorité aux mêmes objectifs qu'elle poursuit depuis 2022. Cela signifie neutraliser les infrastructures en Ukraine, en commençant par le réseau électrique, car celui-ci sert à la production industrielle, aux installations militaires locales et aux trains électriques. De plus, il s'attaque fortement à la logistique. Un train a été touché et, fait intéressant, les 5 personnes qui ont péri étaient toutes des militaires. Même si les Ukrainiens protestent à ce sujet, ils ne contrôlent pas vraiment les nécrologies publiées par la suite, et toutes les victimes se sont révélées être des militaires. C'est parce qu'ils utilisent des boucliers humains. Ils mélangent du matériel sur ces rails avec des wagons remplis de civils, et ainsi de suite. Et c'est juste un wagon qui a été touché. Il se trouvait que c'était celui qui transportait du personnel militaire vers le front. Et les Russes ont frappé les trains qui se dirigeaient vers le front. Oui, c'est ça, c'est tout le but. Merci beaucoup. Passons à la suite. Donc oui, il y a un bon dicton. Les amateurs débattent de tactique, les professionnels débattent de logistique. Vous pouvez avoir les meilleures armées du monde, mais si elle n'a ni balles ni pain, elle n'a rien d'autre que mourir sur place. Et c'est bien la réalité. Si vous ne pouvez pas nourrir vos troupes, si vous ne pouvez pas les armer, il ne vous en restera pas beaucoup. L'époque où les armées vivaient des ressources locales est révolue. Elle l'est depuis le milieu du XVIIIe siècle, voire avant. Même alors, dans une certaine mesure, c'était encore possible. L'armée de Napoléon le faisait, dans une certaine mesure. Mais déjà à l'époque de Napoléon, il fallait de la poudre, des balles et d'autres fournitures qui commençaient à s'accumuler, car la complexité augmentait. Les canons avaient besoin de pièces de rechange pour les affûts, pour les boulets, et ainsi de suite, parce que tout commençait à devenir plus complexe. Quand c'était simplement « nous construirons la machine de siège sur place », il suffisait d'apporter le matériel nécessaire. Tout le monde transportait ses propres armes. Il pouvait y avoir des flèches, bien sûr, mais on pouvait aussi en fabriquer sur place. En revanche, on ne peut pas vraiment fabriquer des balles sur place. Enfin, on pourrait utiliser des cailloux comme chevrotine, mais c'est pas très efficace. Ainsi, à mesure que les armées se sont complexifiées, la logistique est devenue l'élément numéro 1. L'armée russe est enfin autorisée, enfin ce n'est pas qu'elle ne comprenait pas cela auparavant, c'était une décision politique de ne pas s'en prendre au réseau électrique, de ne pas viser une grande partie de la logistique. Tous ceux que je connais du côté militaire, moi y compris, deviennent fous à propos de cette situation. Pourquoi ne détruisons-nous pas la logistique? C'est la première chose qu'il faudrait éliminer. Ce sont des décisions politiques, pas militaires. Une grande partie de cela a été faite dans l'espoir qu'il puisse y avoir un renversement du gouvernement, ou que le gouvernement en Ukraine finisse par accepter des conditions de paix, et non pour nuire à la population. Mais je pense qu'après 3 ans et demi, la pression sur le gouvernement à Moscou est devenue telle qu'il faut mettre un terme à tout cela. Nous devons le faire correctement. Arrêter de ménager les civils
et il est temps de lancer des frappes décisives pour paralyser complètement l'Ukraine et anéantir totalement le processus militaire. Si vous ne pouvez pas amener les troupes sur le front, peu importe qu'elles soient bien entraînées ou pas du tout, si vous ne pouvez pas les y amener, c'est fini, partie terminée. Je pense donc que ce sont les principales cibles en ce moment. Si l'on parle des lignes de front, je veux dire Konstantinovka. Évidemment, Konstantinovka et Krasny Liman sont les deux batailles clés en cours pour la dernière grande zone fortifiée de la province de Donetsk. La République populaire de Donetsk, ce serait Sloviansk, Kramatorsk et Konstantinovka. C'est orienté comme ceci, ici Sloviansk, ici Kramatorsk et ici Konstantinovka. Konstantinovka est située en hauteur, ce qui lui permet de verrouiller cette zone, et Konstantinovka est déjà environ à 60% encerclée. C'est le grand combat, du moins en apparence. C'est là que tout le monde engage beaucoup de réserves. Mais si tu vas vers le nord, tu as Kupiansk. Jusqu'à présent, Kupiansk a été le chat de Schrödinger du champ de bataille. Est-il vivant? Est-il mort? Tu vois, on ne sait pas vraiment. D'un côté, les Ukrainiens disent qu'ils ont libéré Kupiansk. Du côté russe, ils disent qu'ils ont libéré Kupiansk. Qui a libéré Kupiansk? Quel est le statut de Kupiansk? Parce que tu sais, j'en ai aucune idée. Les deux camps disent exactement le contraire. Les deux revendiquent la victoire, mais les combats continuent. Des géolocalisations ont commencé à apparaître au cours de la dernière semaine et demie, montrant que l'armée russe progresse en réalité à l'intérieur de Kupiansk pour la deuxième fois. Bien sûr, les Ukrainiens ont engagé une grande partie de leurs réserves restantes à Kupiansk et ils en ont perdu beaucoup. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui se passe au nord de Kupiansk. Car Kupiansk se trouve dans l'oblast de Kharkiv, ce n'est pas dans celui de Luhansk. Il y a beaucoup de mouvements autour des zones frontalières et au nord de Kupiansk, plus profondément dans l'oblast de Kharkiv. Donc, en gros, le nord-est de Kharkiv semble sur le point d'être libéré très bientôt. Et c'est d'ailleurs le terme que les médias russes et le gouvernement russe utilisent désormais pour ces territoires. Ils sont libérés. Cela devrait donc vous indiquer, en ce qui concerne les négociations, quelle sera la position à leur sujet. Il pourrait bien y avoir une République populaire de Kharkiv très bientôt, à ce rythme. Ensuite, il y a beaucoup de petits mouvements autour de la zone frontalière de Sumy. L'avancée principale vers la ville de Sumy se trouve à environ 90 km. Si l'on regarde dans cette direction, ce sont tous des mouvements relativement limités, surtout autour des frontières. Je pense que c'est surtout pour détourner l'attention et les ressources de l'armée ukrainienne, loin de la région de Kupiansk, loin de Kostiantynivka. Voilà, ce sont, à mon avis, de petites incursions, avançant de 3, 4, peut-être 5 kilomètres, s'emparant de quelques villages frontaliers. Ce n'est pas majeur. Mais le grand front auquel personne ne prête vraiment attention, enfin, les Ukrainiens, eux, je pense, ou du moins ils surveillent peut-être, mais ils n'ont pas les ressources pour couvrir toute la zone. C'est Zaporizhia. Et je pense que c'est là que vous allez voir les grands mouvements. Le problème à Zaporizhia en ce moment, c'est la météo. Elle oscille entre environ -10 et juste au-dessus de 0. S'il y a du soleil, il peut faire -4 ou -5, mais le sol commence à dégeler. Vous savez comment c'est. Le soleil chauffe, et même s'il gèle dehors, la terre sombre commence à fondre. Et s'il y a assez de mouvement, cela se transforme en boue. Cela regèlera probablement la nuit, mais c'est la réalité. Donc ça a tendance à ralentir les choses, car ce n'est pas gelé en profondeur. On ne peut pas vraiment mener une offensive hivernale si le sol n'est pas gelé à cœur. Et puis, lorsque la boue commence au début du printemps, on a vraiment un problème pendant environ un mois,
1 mois et demi, selon l'intensité des pluies printanières, la quantité de neige tombée et la vitesse à laquelle cette neige ou cette eau s'écoule du sol. Mais si l'on regarde du côté de Zaporijia, d'abord les forces russes dans le nord-est ont atteint l'estuaire juste au sud de Zaporijia même. Elles ont pris cette tête de pont. À ce stade, les forces russes se trouvent à environ 11 km en ligne directe de la périphérie de Zaporijia. Il y a des mouvements pour percer. Leur poussée principale vise à couper la N08, qui alimente le dernier bastion du centre de Zaporijia, à savoir Orikiv. Il y a donc une manœuvre russe pour couper cette route. Une autre manœuvre russe se déroule directement à l'ouest d'Orikiv. Et Orikiv, pour être clair, est une autre de ces villes. Ça s'appelle Orikiv, mais il y a beaucoup de villes qui s'étendent en ligne perpendiculaire au front, avec un léger angle. Il y a donc une poussée russe depuis l'ouest pour entrer dans la région de Zaporijia. C'est à environ 7 km. Il n'y a qu'une seule ville sur le trajet, à peu près à mi-chemin. 2 mouvements russes progressent le long de 2 routes parallèles à la lisière d'Orikiv depuis le sud-est. Ils ont pris les villes limitrophes d'Orikiv, donc ils commencent à pénétrer dans la périphérie d'Orikiv. Et puis il y a la poussée à l'ouest de Huliaïpol. Si l'on regarde du côté ukrainien, la Russie se bat encore pour Huliaïpol. Leurs cartes, ils ne les mettent à jour que rarement, peut-être une fois tous les 2 mois. Je ne veux pas te dire ce qui se passe. En réalité, les forces russes se trouvent à l'ouest de Huliaïpol. Les Ukrainiens engagent absolument tout ce qu'ils ont localement dans des contre-attaques, ce qui revient essentiellement à gaspiller des hommes et du matériel, car cela se déroule sur un terrain découvert où la Russie domine par l'air et l'artillerie. Tu sais, c'est juste sacrifier des gens inutilement pour mener une sorte de contre-attaque de relations publiques. Et depuis Zaporijia, là où se trouvent les forces russes, jusqu'à Orikiv en ligne droite, ils ne peuvent pas avancer en ligne droite car ils doivent passer par certaines localités sur les flancs pour défendre leur position et leur ligne logistique, mais en ligne droite, cela fait une vingtaine de kilomètres. Environ 23 ou 24 kilomètres. À ce stade, Orikiv est encerclé depuis le sud-est, pourrait bientôt l'être depuis l'ouest, et subit une pression depuis l'est avec la principale ligne de communication vers Zaporijia qui pourrait être coupée d'ici 1 à 2 semaines. Les Ukrainiens lancent également toutes leurs forces dans des contre-attaques là-bas. Quand cela se produira, on assistera à d'importants mouvements de territoire. Une fois que cela s'effondrera, il ne restera vraiment plus qu'Orikiv pour les Ukrainiens à tenir dans le centre et même sur la bordure nord de la région de Zaporijia. Après cela, il n'y a qu'environ 11 km jusqu'à la ville de Zaporijia elle-même, située dans le quart nord-ouest de la province de Zaporijia. Et la ville elle-même est relativement plate et dégagée. Il y a 3 ponts, 2 d'entre eux sont de petits ponts routiers traversant le Dniepr. Et bien que la ville soit plate, la plupart des environs présentent des rives très escarpées, avec un fleuve rapide contournant Khortytsia, qui est une île-parc au milieu du Dniepr. J'y suis allé à un endroit assez intéressant. J'ai visité Zaporijia et ses régions. La partie nord-ouest de la ville a des rives relativement basses sur le Dniepr, et le fleuve y est assez large, donc plus lent, ce qui permet d'y construire des ponts de bateaux. Et il y a 2 grandes routes qui partent du nord-est de la région de Zaporijia pour entrer dans la ville de Zaporijia. Par nord-est, je veux dire en provenance de l'oblast de Dnipropetrovsk. Le problème, c'est qu'une fois qu'on atteint les limites sud de Zaporijia, ces 2 routes seront sous le contrôle des drones, donc il sera très difficile de tenir cette zone. Je veux dire, les Ukrainiens resteront probablement trop longtemps, se feront encercler et anéantir. Cela semble être leur culture militaire depuis 10 ou 12 ans. Mais le fait est que la ville tombera.
Et après cela, de nombreuses opportunités s'ouvriront lorsque Zaporizhia tombera. De nombreuses directions, de nombreuses possibilités. J'espère ne pas t'avoir submergé. Non, eh bien, je peux en quelque sorte comprendre pourquoi l'Ukraine sacrifie autant de troupes à Zaporizhia. Cependant, il semble qu'il y ait maintenant presque une ligne droite menant à la ville de Zaporizhia. Et cette ville, la majeure partie se trouve sur la rive gauche du Dniepr, donc du côté est, ce qui en fait un endroit très dangereux à défendre. Si l'on y envoie trop de troupes et que les ponts sont ensuite détruits, la logistique deviendrait impossible et on risquerait de perdre ou de devoir faire se rendre un grand nombre d'hommes. C'est donc une catastrophe en attente de se produire. Et comme tu l'as dit, si cette ville tombe, ce serait aussi le passage au-delà du Dniepr, permettant à la Russie d'avancer vers Mykolaïv, Odessa et de remonter vers Dnipro en la contournant par la rive ouest du fleuve. Il y a donc beaucoup de choses qui pourraient s'effondrer. Je peux comprendre la désespération. Les tactiques sont sans doute un peu étranges, mais c'est une région très vitale. Mais tu avais dit auparavant qu'il pourrait déjà s'agir de Kharkiv, qui serait visé, enfin, je suppose, capturé par la Russie. Au départ, quand j'ai vu la Russie ouvrir de nouveaux fronts à Kharkiv et à Soumy, j'ai pensé que l'objectif principal était simplement d'élargir les lignes de front, d'étirer les forces ukrainiennes, puisqu'elles avaient déjà des problèmes d'effectifs. Mais à mesure que davantage de territoires passent désormais sous contrôle russe, et bien sûr, avec les pertes subies, il devient difficile d'imaginer que toutes ces zones puissent être reprises. Tu as mentionné le langage utilisé maintenant, le fait que ces régions soient libérées, ce qui est assez significatif comme indicateur de la direction que pourrait prendre la Russie. Vois-tu un calendrier pour cela? Ou penses-tu que Soumy, Kharkiv, toutes ces régions pourraient attendre une offensive massive? C'est possible. Je pense que tout cela, tout d'abord, ce que vous voulez faire, c'est placer votre ennemi dans ce qu'on appelle les cornes d'un dilemme. Vous voulez présenter à votre ennemi de mauvais choix et de pires choix. Aucun bon choix. Et si rien d'autre, cela a pour effet de paralyser le processus de réflexion de l'ennemi. Il ne sait pas où renforcer ses positions. Il se peut qu'il ne renforce nulle part, car il est incertain, attendant de voir où vous allez frapper. Lorsque vous commencez à le pousser dans une direction et qu'il s'y engage, par exemple vers Konstantinivka ou Kupiansk, d'autres directions commencent à s'ouvrir. Vous façonnez le champ de bataille, vous façonnez son ensemble d'options. Par exemple, plus tôt, les mouvements russes vers Zaporizhia ont commencé lorsque la Russie a lancé son avancée. Les forces russes ont traversé le fleuve au nord et au sud de Kupiansk. Kherson, la ville de Kherson. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas de grandes forces et elles sont parties depuis. Mais ce qu'elles ont fait, c'est attirer beaucoup de forces ukrainiennes vers le sud, car Kherson ne dispose plus que d'un effectif réduit à ce stade. À présent, Zaporizhia est assiégée et un combat s'y déroule, mobilisant de plus en plus de ressources dans la région. On rouvre le front de Kherson, on construit quelques ponts et on ouvre véritablement le front de Kherson. L'Ukraine se retrouve alors face à un dilemme. Que faire? Ses réserves sont très limitées. Que faire? De la ville de Kherson à Odessa, on ne peut pas simplement remonter la côte. D'une part, la logistique devient compliquée. Deuxièmement, vous avez une menace de contournement appelée Mykolaïv. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez prendre Mykolaïv qui se trouve plus ou moins sur le chemin, juste au nord, avant de pouvoir vous diriger vers Odessa. Cela dit, si vous prenez Zaporizhia, vous obtenez de nombreuses nouvelles options. Parce que premièrement, vous pouvez remonter le Dnipro, la rive gauche du Dnipro, jusqu'à la partie orientale de Zaporizhia. Dans ce cas d'ailleurs, vous coupez également tout le front.
Vous réalisez un encerclement en profondeur de ce qu'il reste du front du Dnipro pour les Ukrainiens. Et là, ils ont de gros problèmes, car si vous faites sauter les ponts, ou si vous prenez les ponts, si vous prenez le contrôle de ces ponts à Dnipro, Dnipropetrovsk, leur seule voie de repli vers la grande patrie, dans ce cas, est de remonter vers Kharkiv. Et cela devient un problème, car il y a la Serebrianka, il y a l'Oka, l'Oka se jette dans la Serebrianka, et il y a des rivières qu'une fois le printemps arrivé et la fonte commencée, on ne peut plus traverser. Désolé, les ponts de bateaux ne tiendront pas très bien non plus. Sans même parler des bombardements. Le niveau de l'eau va monter rapidement, au moins pendant un mois environ, à mesure que toute cette neige issue d'un hiver très neigeux commencera à fondre et à s'écouler vers la mer Noire. Cela devient donc un problème. Toutes ces troupes vont se retrouver piégées et avec les ponts détruits, il sera impossible de les ravitailler efficacement. Vous ne pouvez pas vraiment les armer efficacement. Je veux dire, on ne peut transporter qu'une quantité limitée sur un drone. On ne peut pas embarquer une pièce d'artillerie ni des obus d'artillerie sur un drone. Les drones ne sont tout simplement pas assez grands pour ça. Combien de drones faudrait-il pour armer une batterie qui tire 30 ou 40 obus par heure? Physiquement, c'est impossible. Et là, on se retrouve avec un gros problème, un très gros problème. En plus, bien sûr, oui, traverser la région de Zaporizhia vers l'ouest de la province de Zaporizhia. Désolé, j'ai les chats dans la maison, j'ai des allergies, je me gratte le nez. Ils n'aiment pas sortir quand il fait froid. Petits salauds. J'ai des allergies à cause d'eux, mais c'est la vie. Ce sont de gentils chats. Ils font partie de la famille. Bref, revenons au sujet. Une fois que tu traverses le Dniepr à Zaporizhia, désolé, j'ai dit Zaporogie tout à l'heure, 3 directions s'ouvrent immédiatement à toi. Tu peux remonter le fleuve vers le nord jusqu'à Dnipro, les 2 autres tiers de la ville, la partie principale de la ville, qui se trouve sur la rive droite du fleuve. Tu peux aller à Kryvyi directement à l'ouest et à Nikopol au sud. Nikopol et Kryvyi sont toutes 2 des villes industrielles. Nikopol était une jolie vieille ville. J'y avais un fournisseur que j'examinais il y a environ 12 ans, enfin, même un peu plus. Il y a 13 ou 14 ans, je n'avais donc pas visité cet endroit. Mais une fois que vous prenez Nikopol et Kryvyi, cela ouvre votre route directement du nord vers Mykolaïv. Et si vous menacez Mykolaïv par le nord et par le sud, la ville tombera. Vous prenez Mykolaïv, vous ouvrez la voie vers Odessa et le centre de l'Ukraine. Et à ce moment-là, les problèmes deviennent énormes. Vous prenez la partie ouest de Dnipro, la partie principale de la ville, et vous avez une route dégagée qui monte directement jusqu'à Kiev, ce qui devient un autre gros problème. Et vous savez, à mesure que la situation évolue, on passe simplement du mauvais au pire, puis du pire au catastrophique. Et toute personne piégée à l'ouest de la ville de Bryanka se fait éliminer. La force russe, du moins dans le nord pour le moment, essaie de capturer ou de libérer l'oblast de Kharkiv, au nord de Bryanka. Le problème ici aussi, c'est que la Russie ne peut pas quitter ces territoires. Et je vais vous dire pourquoi. C'est assez simple. Après les pourparlers d'Istanbul, la Russie a quitté les territoires qu'elle occupait dans l'oblast de Kiev, dans l'oblast de Sumy, et elle a fini par être repoussée de certaines parties de l'oblast de Kharkiv. Ce qui a suivi, c'était un génocide perpétré par le SBU, la police secrète ukrainienne. Ils sont arrivés et ont commencé à massacrer tous ceux qui avaient travaillé avec le gouvernement ou l'armée russe. Des personnes qu'on avait vues porter des brassards blancs pour montrer qu'elles étaient pro-russes. Ils allaient même jusqu'à tuer des gens qui n'étaient que des électriciens, certains techniciens qui travaillaient, réparant des bâtiments, réparant des canalisations, simplement parce qu'ils travaillaient dans une ville occupée. Ils faisaient juste leur travail, non?
Mais on les accusait d'être des traîtres et des gens étaient abattus, torturés, assassinés. Des vidéos circulaient montrant des corps les mains attachées dans le dos, des femmes, des vieillards, et ainsi de suite, simplement jetés dans des fosses communes. En ce moment d'ailleurs, dans les territoires qui ont été libérés à Louhansk et dans d'autres zones du Donetsk, on exhume des fosses communes un peu partout, là où, depuis 8 à 12 ans, les Ukrainiens auraient massacré la population russe. Alors pendant qu'ils pleurent tous à Kiev, « Oh, on n'a plus d'électricité et il fait froid. » Oui, mais vous savez quoi? Ils vivent dans leurs appartements et ils vivent dans des tentes chauffées. Les gens du Donbass, dans des endroits comme Gorlovka, sont encore souvent assis dans des sous-sols. Certaines de ces zones ont été coupées de l'eau et de l'électricité pendant jusqu'à 12 ans, car les Ukrainiens visent délibérément les équipes d'urgence qui essayent de réparer les infrastructures et de tout remettre en état. Et ils font cela sans interruption depuis 12 ans. Donc vous voyez la grande différence entre les approches dans cette guerre, c'est qu'un camp est absolument génocidaire et que l'autre essaye de ne pas tuer de civils. Devine de quel côté se trouve l'armée russe. Exactement. Elle n'essaie pas de tuer des civils. Et on peut le voir au ratio de morts dus aux dommages collatéraux. On constate qu'Israël tue environ 1,5 fois plus de civils que de combattants du Hamas, tandis que la Russie, selon l'ONU, compte environ 14 000 civils tués en Ukraine. Mais en réalité, la grande majorité se trouve du côté russe, derrière la frontière russe. L'Ukraine tue régulièrement, mais en moyenne entre 5 et 10 jours du côté russe. En fait, ouais, on est un parfait exemple. Hier matin, un drone ukrainien a fait exploser une maison individuelle près de Mariupol, tuant une femme et un enfant et en blessant un autre. J'ai publié une vidéo d'une voiture civile au hasard qui a été touchée par un drone ukrainien. Elle a été filmée par la voiture qui la suivait. La voiture a ensuite quitté la route. Et c'était presque à Belgorod. Ce genre de choses arrive chaque jour. Les Ukrainiens et leurs maîtres soutenus par l'OTAN assassinent des civils russes chaque foutu jour. Sans exception, trêve ou pas trêve, cela n'a aucune importance. Ils visent le génocide et ils essayent de le commettre, même si c'est par petites gouttes plutôt que par grandes gorgées. Vous avez cartographié toutes ces régions que la Russie aimerait obtenir ou récupérer. Je trouve le langage autour de la libération intéressant, non seulement en termes de communication d'intention pour un règlement d'après-guerre, mais surtout pour les habitants du Donbass comme vous. C'est une vision intéressante. Est-ce que cela appartient à Kiev, au Donbass ou à la Russie, compte tenu du contexte historique? L'histoire de ces régions, pour les observateurs extérieurs, devient un véritable champ de mines. Mais laissez-moi vous interroger sur Odessa, car j'ai récemment eu une conversation avec l'ancien chef des forces armées allemandes, qui a également occupé le poste militaire le plus élevé au sein de l'OTAN. Il faisait valoir que nous, les Européens, devrions vraiment essayer de trouver une forme de règlement à ce conflit, car il s'attendait à ce que la réticence à négocier avec la Russie et la poursuite des efforts pour la vaincre conduisent exactement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Non seulement cela détruisait l'Ukraine, mais si nous continuons, cela pourrait complètement dissoudre l'Ukraine en tant que nation. Il a fait une prédiction. Il soupçonnait que si aucun accord ou compromis ne pouvait être trouvé avec la Russie d'ici mars, alors, avec l'arrivée du printemps, les Russes lanceraient une offensive massive, sans précédent depuis le début de l'opération militaire spéciale, mais visant principalement Odessa. Alors, avez-vous également envisagé cette possibilité d'une grande offensive de printemps? Et pourquoi Odessa est-elle si importante?
Eh bien, Odessa est importante parce que c'est le dernier grand port, et c'est un port dans lequel les Britanniques ont investi. Il y a entre 4 et 5 000 acheteurs britanniques à Odessa. Je veux dire, l'Ukraine ne produit aucun drone. Soyons réalistes. L'Ukraine n'a pas d'industrie qui vaille quoi que ce soit. Et je le sais depuis 2012, quand je cherchais à établir des fournisseurs en Ukraine. Après 4 jours, je suis parti parce que la situation était tout simplement ridicule. Une corruption absolue. On ne pouvait faire confiance à personne. Je traitais avec des propriétaires et on comprend très vite qu'on ne peut pas traiter avec ces gens-là. On ne peut pas leur faire confiance. Ils cherchent tout le gros coup avant de se tirer. Moi, je cherchais des fournisseurs qui tiendraient 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies. Et là, tu commences à te rendre compte qu'ils ne passeraient même pas. À ce stade, avec la dégénérescence de l'industrie, ils ne seraient pas capables de réussir la moindre inspection. Alors, dire que l'Ukraine fait toute cette grande construction, qu'elle fabrique à partir de rien ou de zéro des pièces en plastique pour ces drones maritimes ukrainiens et tout ça, non, non. En réalité, ils sont britanniques. Au mieux, ils sont assemblés, comme quand on met les roues sur une voiture, qu'on y installe un moteur et qu'on colle une étiquette fabriquée en... Non, ce n'est pas vrai. Parce que tu n'as pas fabriqué le moteur, tu n'as pas fabriqué les pneus, tu n'as pas fabriqué le châssis. Tu as juste assemblé la maquette au bout du compte. Ce n'est pas le tien. C'est assemblé, peut-être l'assemblage final, mais pas fabriqué. Donc il y a une grande différence. C'est la même chose avec ces drones, absolument. Odessa est également le port par lequel la plupart des équipements lourds sont arrivés. Odessa, d'ailleurs, à l'ouest d'Odessa, pardon, je me suis mal exprimé tout à l'heure, on y a découvert des mines d'or. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Français s'y intéressent tant. Les Français manquent d'or. Enfin, pas totalement, mais ils manquent d'endroits où s'en procurer. Le Mali, qui n'a plus de réserve d'or, comptait 8 grandes zones d'extraction aurifère. La France, elle, n'a pas une seule mine d'or, malgré les immenses réserves mondiales. Il ne faut pas être un génie pour comprendre cela. Donc vous savez, quand ils ont trouvé de l'or à l'ouest d'Odessa, eh bien vous voyez, et tout à coup les Français s'y précipitent. Je me demande pourquoi. Le problème pour eux, cependant, c'est qu'il y a aussi des partisans russes ethniques qui opèrent dans tout l'oblast d'Odessa. Il y a eu plus d'un train qui a déraillé, des trains de ravitaillement transportant du matériel de l'OTAN. Il faut donc aussi compter avec un mouvement partisan auquel ils doivent faire face. Si nous commençons à parler des terres historiques russes, cela ne fera qu'empirer les choses, car Kiev est une terre historique très russe. À mon avis, si nous parlons des terres historiques russes qui devraient être rendues à la Russie, il faudrait prendre tout ce qui se trouve à l'est du Dniepr, puis tout ce qui longe le Dniepr, donc Kiev, Dnipropetrovsk, l'oblast de Mykolaïv, bien sûr l'oblast de Kherson dans cette partie, et l'oblast de Zaporizhia sur la rive ouest du Dniepr, et bien sûr Odessa. Ce sont toutes des villes russes. Je suppose que cela a été construit il y a environ 200 ans, bon sang. Beaucoup de ces villes, Zaporizhia par exemple, ont également été fondées il y a environ 200 ans par Catherine la Grande. Ce sont toutes des régions qu'elle a développées. En fait, beaucoup de ces villes au nom grec n'étaient pas peuplées par des Ukrainiens mythiques qui n'existaient pas à cette époque. C'étaient des petits Russiens, mais par des Grecs, des réfugiés grecs fuyant les Turcs ottomans. C'est pourquoi des villes comme Mariupol portent des noms comme Mariupol, car c'est un nom grec. Même chose pour Sébastopol et toutes ces autres villes fondées par un mélange de colons russes et grecs dans ces régions plus ou moins vides. Sans parler du fait que la Crimée était une colonie grecque bien avant que nous en possédions la moindre partie.
Les Russes se sont installés dans l'est de la Crimée dès les années 900, puis l'ont perdue au profit des Turcs dans les années 1100, avant de la reprendre au XVIIIe siècle. À l'ouest, nous avons détenu par intermittence certaines parties de la Crimée, puis elle est retournée à l'Empire byzantin, et ainsi de suite. Même les Italiens ont été présents en Crimée, et Jens y a tenu une forteresse relativement tard dans l'histoire. Mais c'est juste une parenthèse. Il n'y avait pas ces Ukrainiens mythiques que quiconque aurait vu avant le tournant des années 1800, la fin du XIXe siècle. Donc il y avait la Malorossia et la Novorossia qui ont été réunies. Et puis il y avait les terres polonaises. Certes, autrefois, tout cela faisait aussi partie des terres russes, mais nous les avons perdues vers le milieu des années 1400. Très bien, appelons-les donc polonaises, hongroises, ou comme vous voudrez. Et puis nous avons la Transcarpathie, qui a toujours été une terre hongroise. Il y a des portions que les Valaques, également connus sous le nom de Roumains, revendiquent, des portions que les Moldaves, qui étaient en réalité un royaume médiéval distinct, ni roumains ni valaques, revendiquent aussi. Et puis il y a des portions que la Slovaquie revendique. Donc toutes ces régions ont été réunies par les communistes. L'Ukraine est un projet absolument communiste, bolchevique, qui n'a cessé d'être agrandi encore et encore. Ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine ne deviendra pas un État résiduel. Regardons les choses en face. Lorsque ces territoires tomberont du côté russe, ce qu'il en restera sera morcelé entre de nombreux pays. Tout le monde a une revendication dessus. La Biélorussie a une revendication dessus, bon sang. Tout le monde en a une. Tout ce qu'il restera, ce sera quelques provinces quelque part au centre de l'ouest de l'Ukraine, qui ne seront compatibles avec aucune forme de survie économique, encore moins avec quoi que ce soit d'autre. Personne n'en aura besoin. Ce ne sera qu'un foyer de terrorisme, un terrain fertile pour le radicalisme et les combats. Parce que les Polonais vont prendre entre 3 et 6 provinces à l'ouest. Soyons réalistes. Ils ne l'appelleront peut-être pas une annexion. Ils parleront peut-être d'un protectorat, et ils auront raison. Vous savez, les Polonais intentent des procès et ils le font massivement en Ukraine pour récupérer leurs propriétés, ce qui reviendrait essentiellement à rendre la majeure partie de la ville de Lviv, ou à l'époque Lemberg, à des propriétaires polonais. Et si l'on regarde les choses de manière réaliste, les Hongrois, les habitants de la Transcarpathie, ont déjà organisé un référendum pour rejoindre la Hongrie, et la plupart d'entre eux possèdent des passeports hongrois. Et le fait est que nos Hongrois de Transcarpathie se font tuer au combat. Les Hongrois ont exploité cela, disant « Vous tuez des Hongrois, arrêtez de tuer des Hongrois ». Et ce message ne s'adresse pas à l'armée russe, mais aux Ukrainiens qui enrôlent de force ces gens. À un moment donné, Zelensky a essayé de faire partir les Hongrois de là en enrôlant de force tous les hommes. Lorsque la Hongrie a commencé à déplacer ses forces militaires vers la frontière et qu'Orban est devenu très virulent, Zelensky a reculé. Les Roumains ont des revendications. Comme je l'ai dit, les Moldaves ont des revendications. Tout le monde a une revendication. Donc, au moment où l'État deviendra non viable, tout le monde ira récupérer ce qu'il revendique. Les Polonais seront probablement, ou les Hongrois seront probablement, les premiers à bouger. Mais une fois que ça commence, une fois que tout le monde, tous les requins sentent le sang dans l'eau, cela devient une frénésie alimentaire. Tout le monde va essayer de s'emparer du morceau qu'il considère comme historiquement son territoire. Il ne restera plus grand-chose après cela. Non, vraiment pas. Et si Kiev, même si la Russie ne prend pas Kiev, Kiev se retrouvera face à un dilemme en soi. Vaut-il mieux être un gros poisson dans un très petit étang ou un poisson de taille moyenne dans un grand océan? Et ce que je veux dire par là, dans le contexte historique, c'est Vienne. Vienne était une ville impériale. L'Autriche-Hongrie s'est effondrée en tant que pays, a été divisée, et Vienne est passée à l'Autriche.
Nous savons que c'est la capitale de l'Autriche. Le problème, c'est que Vienne était une capitale impériale. L'Autriche, elle, était un petit État agraire misérable. Elle a été créée à partir des vestiges de l'Empire austro-hongrois. Ils ne pouvaient pas entretenir une ville impériale. Ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas l'industrie nécessaire. L'économie n'était pas à la hauteur. La ville ne pouvait pas être maintenue au niveau, à la splendeur auquel ses habitants étaient habitués. Kiev, exactement la même chose. L'Ukraine est peut-être extrêmement pauvre à cause de la corruption massive et de tout le reste. Je parle d'avant, je suppose, le début de l'opération militaire spéciale. Mais Kiev vivait sur un très grand pied, car c'était une capitale impériale. C'était une grande ville. C'était la plus grande ville d'Ukraine. Le problème, c'est que maintenant, l'Ukraine devient un petit État résiduel à l'économie agricole, sans industrie, et avec très peu d'habitants restants. Comment financer une ville de 3 millions d'habitants? On ne le peut pas. La ville commence à s'effondrer. Et alors, ces gens doivent faire un choix. Veulent-ils être la capitale impériale d'un État agricole résiduel et regarder leur ville s'effondrer faute d'argent pour l'entretenir? Ou préfèrent-ils devenir la 3e ou la 4e plus grande ville de Russie, recevoir des investissements et bien vivre? Vous savez, c'est un choix qu'ils devront faire. Ce sera un choix intéressant à observer. Permettez-moi de poser une dernière question sur les infrastructures que vous avez mentionnées plus tôt. Et c'est un bon point, la logistique. C'est ainsi que se mènent les guerres modernes. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le président Obama s'était montré un peu prudent en 2016 quant à l'idée d'aggraver la crise ukrainienne avec la Russie, car celle-ci se déroulait juste à la frontière russe. Les Russes disposaient déjà de la logistique nécessaire. L'idée selon laquelle il suffirait de regarder les budgets militaires pour dire « d'accord, on peut voir qui va gagner » n'a pas vraiment de sens quand il faut transporter tout le matériel à travers l'Atlantique et le faire circuler dans toute l'Europe. Et c'est quelque chose que je pensais que l'OTAN avait peut-être appris, lentement. Autrement dit, chaque fois qu'un équipement devait être réparé, il fallait le remorquer à travers toute l'Ukraine, puis jusqu'en Pologne, voire plus loin. Il le réparait, puis le renvoyait sur tout le trajet inverse. C'était assez difficile. La logistique, évidemment, a donc été essentielle. Mais pour que quoi que ce soit fonctionne, il faut vraiment de l'électricité. Et cela semble avoir été une cible clé pour les Russes. Nous avons eu cette brève période. Certains l'ont appelée une trêve énergétique. Puis elle a pris fin. Je crois que c'était le 1er février. Et maintenant, la nuit dernière, nous avons vu cette attaque massive. J'ai oublié les chiffres, mais il s'agissait de centaines et de centaines de drones et de missiles. Plus de 100 missiles Iskander ont été utilisés. Oui. Quels sont exactement les objectifs? S'agissait-il principalement d'installations électriques, d'usines industrielles? Qu'est-ce que la Russie privilégie maintenant en matière de cibles? Dans l'ensemble, je pense que ça s'est de nouveau concentré sur les compagnies d'électricité. Écoutez, souvenez-vous qu'il y a un an, nous avions une trêve énergétique de 30 jours. La Russie a même détruit plusieurs dizaines de drones qui étaient en vol au moment où la trêve a commencé ou qui se dirigeaient vers leur cible. Pendant 30 jours, la Russie n'a pas touché un seul élément des infrastructures électriques en Ukraine. L'Ukraine, elle, a eu un petit problème à comprendre qu'il y avait une trêve. 47 attaques. 47 attaques. Zelensky s'est mis à se tortiller. Oh, je ne savais pas quel jour nous allions commencer, ni à quelle date nous allions commencer. Bla bla bla. 47 attaques, soit une attaque et demie par jour. Et que faisaient les Ukrainiens? Ils acclamaient tous. Laissons les missiles parler. Nous allons laisser parler les missiles.
C'était leur mantra sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Eh bien, les missiles parlent. Vous avez là le club des idiots qui les poussent. C'est comme une bande de, vous savez, ces intellos qui poussent un gamin un peu plus costaud, mais complètement idiot, à se battre contre un boxeur professionnel. Allez, vas-y, vas-y, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et voilà l'Ukraine, poussée dans un combat contre la Russie. Laissez les missiles parler. Eh bien, les missiles parlent. Ils parlent chaque jour. Et ils ne parlent pas seulement dans la mauvaise direction pour les Ukrainiens. La Russie leur a offert un nombre incroyable d'options et de nombreuses possibilités de se retirer de cette situation, de parvenir à une sorte de trêve. Ils ont dépensé pour tout. Et si tu ne penses pas que Poutine est le modéré ici, parce que derrière Poutine et les idiots que sont les dirigeants occidentaux, eh bien, ce ne sont pas des idiots, ce sont des pédophiles sataniques qui maltraitent des enfants. Si tu lis les dossiers Epstein, même juste ce qui est disponible, tu le verras. Ce sont les ennemis de l'humanité. Je n'ai pas d'autres mots pour eux. En fait, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne vais pas les dire, parce qu'ils ne sont pas très gentils. Une fois que tu vois ce que ces gens peuvent faire à de petits enfants, tu comprends ce qu'ils peuvent faire à des nations entières. Nous n'avons pas affaire à des êtres humains décents. Nous avons affaire à des animaux sataniques en Occident. Et beaucoup d'entre eux sont de très stupides animaux sataniques. Voilà le leadership de l'Occident. J'ai pas d'autres mots pour ça. La seule exception dans toute cette région, c'est l'ancien empire austro-hongrois, où ces nations ont dit non, 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 nous sommes pour notre propre peuple. Et il semble qu'ils aient de bons chrétiens au pouvoir qui s'occupent des leurs. Ils ont dit non, nous avons déjà joué à ce jeu de guerre 2 fois. Nous ne voulons pas jouer une 3e partie. Merci, mais non. Tous les autres, si vous regardez ces gens, encore une fois, s'ils peuvent faire cela à de jeunes enfants, les choses qui ressortent des dossiers Epstein. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet hier soir. Vous savez, en lisant ces choses, ils ne montraient pas les images, mais ils donnaient des descriptions de ce qu'ils avaient fait. Et c'est une de ces choses. Vous savez, je ne peux pas effacer des choses de ma mémoire. Certaines personnes le peuvent. Elles peuvent prendre des choses horribles et simplement les supprimer de leur mémoire. Moi non. Je me souviens de tout. Tout ce que je lis, tout ce que j'entends, je m'en souviens. Je ne peux pas effacer ça. Et croyez-moi, je pense que les choses qu'on voit sur un champ de bataille sont plus supportables que ce que ces animaux ont fait aux enfants et continuent de faire aux enfants, rien qu'à partir de ces courriels. Et l'État, je suis désolé, le procureur aux États-Unis, ce qu'ils ont dit, c'est que dans ces 3 millions de courriels, nous n'avons pas inclus les images de meurtres, de viols, de cadavres ou de maltraitance d'enfants. Nous ne les avons pas incluses. Ils n'ont pas dit qu'elles n'existaient pas. Dans les descriptions, elles existent. Même dans certains de ces emails, ils existent. Ainsi, vous comprenez à qui vous avez affaire. Pour que ces gens soient prêts à sacrifier jusqu'au dernier homme, femme et enfant en Ukraine, croyez-moi. Ces personnes ne sont pas des êtres humains à leurs yeux. Ce sont des animaux qu'on peut utiliser selon les besoins de leurs supérieurs. Je veux dire, s'ils sont prêts à faire cela aux enfants de leur propre nation, pourquoi ne le feraient-ils pas à des gens qu'ils ne considèrent pas comme étant à leur niveau? Alors que vont-ils faire? Ils vont continuer à se battre. La Russie a offert de nombreuses occasions. Derrière Poutine se trouvent beaucoup de partisans de la ligne dure, qui en ont assez de tout cela, et veulent que la guerre se termine correctement. Je peux vous dire, pour avoir parlé à un bon nombre de militaires, pas seulement des officiers supérieurs, mais aussi des hommes en première ligne, des soldats, des sergents, des officiers subalternes, que tout le monde redoute toute forme d'accord. Ils veulent tous la paix, mais la paix signifierait la capitulation de l'Ukraine.
Ils ont investi bien trop de leur vie. Ils ont perdu trop d'amis, versé trop de sang et de sueur pour qu'un quelconque accord puisse être satisfaisant. Le seul accord qui puisse l'être, quand on combat des nazis qui assassinent des civils, des femmes et des enfants chaque jour, c'est de les détruire. Il n'y a pas d'autre choix. Nous n'avons pas donné de choix à Hitler. Nous ne sommes pas allés voir Hitler pour lui dire « Hey, faisons un accord, une trêve énergétique ». C'est une guerre jusqu'au bout. C'est une guerre jusqu'au bout. Si les Européens de l'Ouest veulent jouer à ce jeu directement, ce sera une guerre jusqu'au bout, bien plus à l'Ouest que Kiev. J'espère qu'ils sont assez intelligents. Je ne le pense pas, mais j'espère qu'ils le sont assez pour reculer. Mais, tu sais, je ne sais pas. Et quand on voit, comme je l'ai dit, les choses qui sortent dans ces dossiers Epstein, on ne peut pas ignorer ça, parce que ça montre clairement à qui on a affaire. Je veux dire, regarde, l'un des ministres de Fitz, et Fitz est une personne très conservatrice, vient de démissionner. Ce type a été vice-roi de Bosnie pendant un certain temps, et il travaillait directement avec l'Occident, comme l'un de leurs subordonnés. Et tu vois ce qui se passe. Même avec les missions de l'ONU, je vais te dire ça, j'ai participé à 2 missions de l'ONU. Même avec les missions de l'ONU, il y a eu beaucoup de problèmes et de poursuites contre divers officiers venus de l'Occident, et pas seulement de l'Occident, travaillant directement pour l'ONU ou en tant que fonctionnaires onusiens, qui violaient des enfants locaux. Il y a eu énormément de problèmes à ce sujet. Donc une fois que vous regardez les personnes avec lesquelles vous traitez, vous commencez à comprendre ce que vous pouvez attendre d'elles. Ce que vous pouvez attendre d'elles sur le champ de bataille, et ce que vous pouvez attendre d'elles en termes de ce qu'elles sont prêtes à faire aux civils, même aux civils qui sont, entre guillemets, sous leur protection. Désolé si je m'écarte un peu du sujet, mais c'est quelque chose de lourd à porter. Je veux dire, lire tout ça et écouter ceux qui ont lu d'autres parties, ce sont 3 milliards d'emails qui ont été divulgués. Et remercions le Seigneur pour des personnes comme Ron Paul, Marjorie Taylor Greene et d'autres qui nous ont permis d'avancer. Il y a bien des raisons pour lesquelles les élites occidentales sont aujourd'hui paranoïaques. Que feront-elles? Dieu seul le sait, pour intensifier cette guerre. Peut-être simplement pour la faire disparaître des gros titres. Je veux dire, la presse britannique, je ne me souviens plus si c'était le Tablet ou le Times of London, a commencé à transformer les victimes en coupables. Ils ont dit « Oh, vous savez, Jeffrey Epstein était un agent soviétique puis russe, et que ses enfants, qui étaient utilisés et maltraités et peut-être même assassinés ou pire par ces élites, étaient des agents de séduction au service de la Russie. » Donc, on prend les victimes les plus vulnérables, des enfants, et on les transforme en coupables. Et les auteurs qui maltraitent et peut-être même assassinent des enfants sont transformés en anges, soi-disant utilisés et abusés eux-mêmes par ces ruses diaboliques. C'est pathétique, c'est écœurant, c'est pathétique. Et le fait que l'Occident n'ait absolument aucune morale pour défendre ses propres enfants, que peut-on attendre d'eux sur le champ de bataille? Que peut-on attendre d'eux dans les négociations? L'Occident est tombé dans, le mot russe pour ça, c'est qu'ils ont perdu la rive. Ils se sont enfoncés dans l'océan profond de la dépravation. Alors je ne sais pas. Je ne serais pas surpris qu'ils soient plus qu'heureux de sauver leur peau et leur carrière en sacrifiant une bonne partie de leur propre population. Pourquoi pas? Ce ne sont pas comme de vraies personnes ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était une faiblesse majeure dans l'idée de mener une guerre par procuration, c'est-à-dire d'affaiblir un adversaire. L'idée était qu'on pourrait contrôler l'escalade, qu'on pourrait y mettre fin quand on le voudrait, dans les conditions qu'on choisirait. Mais après tout ce qui s'est passé, il est presque impossible de trouver un véritable accord là-bas.
Juste une petite remarque à ce sujet. Ah oui, les médias britanniques. J'ai vu ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils essayent de Russiagater les dossiers Epstein. Cela défie toute logique. Mais bon, voilà où nous en sommes. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir donné votre point de vue. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci, Glenn. Et encore désolé si je me suis un peu égaré. Ce sujet, et tu sais, on ne peut pas ne plus voir ni ne plus savoir ce qu'on commence à comprendre. Et c'est juste, oui, c'est lourd pour l'âme. Ce sont les personnes avec lesquelles, d'une manière ou d'une autre, nous devons composer.